France Info et France 24 présentent Bonjour à tous et bienvenue dans Le Monde dans tous ses états, le magazine géopolitique de France Info et de France 24 consacré à la confrontation entre les États-Unis, la Chine et la Russie. Y a-t-il un retour de la guerre froide? On posera la question à notre invité Pierre Grosser. Il est historien, spécialiste de la guerre froide. Mais avant ça, on retrouve tout de suite Christophe Gascard. Bonjour Christophe. Bonjour Stéphanie. Et on va faire un point justement sur ces trois puissances, Christophe, les États-Unis, la Chine et la Russie, en commençant par la superficie. Alors, concernant la superficie, vous le voyez, la Russie est le plus grand pays du monde, 17 millions de kilomètres carrés. Les États-Unis et la Chine, c'est presque 2 fois moins. Mais concernant la population, c'est très différent. On inverse le tableau. La Chine, on le sait, 1,4 milliard d'habitants. Pour les États-Unis, c'est 332 millions. Et loin derrière, c'est la Russie, avec 141 millions d'habitants. Et Christophe, côté économie, la Chine est devenue la première puissance économique mondiale. Concernant le produit intérieur brut, on le voit, la Chine est numéro 1, les États-Unis sont second, la Russie est 6e. Et on le voit d'ailleurs sur les exportations. La Chine et les États-Unis se talonnent, ils sont toujours en tête. C'est la même chose concernant les importations avec États-Unis et Chine est loin derrière la Russie. Côté militaire, qu'est-ce que ça donne ? Alors, pour les forces armées, c'est les États-Unis qui mènent la course en tête. 732 milliards d'investissements en dollars pour les États-Unis. Pour la Chine, c'est bien moins, c'est 261. Et pour la Russie, c'est 65. Néanmoins, concernant l'arsenal nucléaire mondial, il faut savoir qu'il y a 13 000 ogives nucléaires, des têtes nucléaires réparties dans les 9 pays, dont la France, le Royaume-Uni ou encore Israël. Mais les 3 pays que sont les États-Unis, la Russie et la Chine détiennent, et on le voit sur cette carte, près de 90% de l'arsenal nucléaire dans le monde. Et si la guerre commerciale avec la Chine était ouverte avec Donald Trump, eh bien, Joe Biden durcit le ton à l'égard de Pékin également. Il n'hésite pas d'ailleurs à traiter Vladimir Poutine de tueur. Lors de la dernière rencontre diplomatique en Alaska entre Antony Blinken et son homologue chinois, le secrétaire d'État américain s'est montré ferme à l'égard de ses interlocuteurs. Antony Blinken a déclaré que la Chine constituait le plus grand test géopolitique de ce siècle. Explication, Loïc Delamornay, correspondant pour France Télévisions à Washington. D'ordinaire, ce qui est donné à voir aux caméras avant une rencontre diplomatique de haut niveau est très banal. Un tour de table et quelques mots convenus. Mais alors que les journalistes doivent sortir, le secrétaire d'État Antony Blinken les rappelle pour montrer les muscles de l'Amérique. Attendez, faites revenir les caméras. Le Xinjiang, Hong Kong, Taïwan, les cyberattaques contre les États-Unis, la coercition économique contre nos alliés. Tout cela menace l'ordre et la stabilité mondiale. La charge est directe, mais en face, les Chinois répondent coup pour coup. Les USA ne représentent pas l'opinion internationale. Et l'Occident ne représente pas le monde non plus. Et en matière de cyberattaque, tant sur la capacité d'en lancer que sur la technologie, les États-Unis sont les champions. Pour les analystes en géopolitique, c'est la confirmation que la rivalité entre les deux superpuissances américaines et chinoises sera un grand défi du XXIe siècle. On voit une continuité avec l'administration précédente, l'administration Trump, qui avait mis la confrontation avec Beijing au centre de ses préoccupations. Et on voit que c'est un sujet qui reste central pour l'administration Biden. Un Joe Biden qui, cette semaine, a également durci le ton avec la Russie. Vous pensez que Poutine est un tueur ? Oui, je le pense. S'attirant cette réplique de Vladimir Poutine. Comme on disait en cours d'école, c'est celui qui le dit qu'il est. Et la tension monte. Américains, Européens, Britanniques et Canadiens se sont unis pour sanctionner 4 responsables chinois de la province du Xinjiang accusés d'internement massif des musulmans ouïghours. Washington a étendu les sanctions à l'égard de la Russie et publié un rapport des renseignements sur les ingérences russes lors du scrutin présidentiel de 2020. Une situation qui a des relents de guerre froide, comme nous l'explique Agnès Varagnan, correspondante à Washington de France Télévisions.
Oui, c'est un regain de tension qui peut faire penser à une nouvelle guerre froide, même si l'Amérique n'affronte pas cette fois-ci un bloc idéologique et politique unique, mais plutôt deux pays, la Chine et la Russie. Alors sur la Chine, eh bien, la première rencontre entre diplomates chinois et diplomates américains s'est très mal passée en Alaska la semaine dernière. Les Américains ont accusé les Chinois de déstabiliser les relations internationales et les Chinois ont répondu que l'Amérique, de toute façon, ne représentait ni le monde, ni même le monde occidentale. Alors, cet accrochage arrive à un moment crucial, d'abord parce que les États-Unis veulent reparler des droits de l'homme avec la Chine, alors que la Chine ne veut plus être sur la défensive sur ce thème-là, et puis que surtout Pékin multiplie les initiatives clairement contre les États-Unis. Les deux pays sont aussi intimement liés économiquement, et ça c'est une grande différence avec l'époque de la guerre froide. On imagine donc qu'ils vont négocier à un moment donné dans un intérêt commun. Et puis il y a la Russie. Avec la Russie, eh bien, Joe Biden a encore moins de scrupules. Les droits de l'homme, les droits humains seront au centre de la diplomatie américaine, quitte à provoquer un regain de tension, quitte à ce que cela a des airs de guerre froide. Mais attention, la Russie d'aujourd'hui n'est pas l'Union soviétique d'hier. Et côté chinois, les représailles ne sont pas fait attendre. Pékin a imposé des sanctions à 10 députés européens et à 4 entités de l'Union européenne. Arnaud Miguet, correspondant de France Télévisions en Chine. Oui, bonjour, c'est toujours la guerre. En tout cas, la guerre des mots, vous en avez parlé avec la fameuse rencontre d'Alaska. Et bien vu de Chine, c'était un succès. Les t-shirts 5 € se vendent ici en Chine comme des petits pains. Avec ce slogan, les États-Unis n'ont pas parlé à la Chine de cette manière. Les relations sont évidemment toujours tendues, d'autant, par exemple, que les droits de douane, le début de la guerre commerciale, droits de douane imposés par Donald Trump contre les importations chinoises, sont toujours maintenus sous l'ère Biden. Et puis, Pékin n'aime pas beaucoup qu'on vienne la chercher sur son territoire. C'est une question de souveraineté. Les États-Unis accusent les Chinois de génocide au Xinjiang, par exemple, contre la minorité musulmane. Les Chinois n'apprécient pas, tout comme les questions de perte de liberté à Hong Kong, c'est ce que disent les États-Unis. Il y a de nombreuses questions et de nombreux points d'achoppement. De là à parler de guerre froide, eh bien c'est une expression chinoise. Il y a la question de Taïwan, de mer de Chine méridionale, avec une militarisation croissante chinoise sur un des points principaux du trafic maritime mondial. Et puis par exemple l'accord entre Téhéran et Pékin qui a été signé la semaine dernière sur des projets d'infrastructure est un accord tout à fait symbolique, mais qui veut dire aussi ce qu'il veut dire. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Et on en parle avec Pierre Grosser, spécialiste de la guerre froide, auteur de 1989, l'année où le monde a basculé, qui vient d'être réédité en poche. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Selon Joe Biden, les Américains et leurs alliés devront tenir bon pour défendre la démocratie face à l'autoritarisme. Est-ce qu'il y a effectivement un retour à la guerre froide ? En tout cas, dans le vocabulaire, c'est évident qu'il y a un retour à la guerre froide. Pour les Chinois, ce n'est pas tellement une nouveauté, puisqu'ils ont toujours dit que les Américains avaient gardé la mentalité de guerre froide. Donc finalement, pour eux, tout ce que les Américains peuvent dire en termes de critique ou d'empêcher la croissance de la Chine ou autre, c'est la mentalité de guerre froide. Donc pour eux, ce n'est pas terminé. Et d'une façon générale, si on estime que la guerre froide, c'était l'opposition entre la démocratie, pour aller vite, libérale, et de l'autre côté le communisme, à partir du moment où il reste des pays communistes, on peut considérer que la guerre froide n'a jamais cessé. En tout cas, quand vous êtes à Cuba, quand vous êtes en Corée du Nord, on n'a pas l'impression que la guerre froide soit vraiment terminée. Est-ce qu'on est dans une stratégie de l'endiguement de la part de Joe Biden, un peu équivalente à celle justement des années 50 ? Alors, il y a quelques éléments qui peuvent y faire penser, c'est-à-dire qu'il insiste beaucoup plus sur le rôle des alliés que ne le faisait Donald Trump. On parle aussi de Ligue des démocraties, mais qui était un peu une problématique plutôt des années 2000, où au contraire, les démocraties avaient l'air de s'étendre, et on ne faisait que lutter contre ce qu'on appelait à l'époque des rogue states, des États voyous. C'était des tout petits États qui posaient problème. C'était l'Irak, l'Iran, la Corée du Nord, etc. Là, le problème, c'est que les rogue states, c'est des très gros États. Et c'est ça qui change quand même la donne. Et donc, on a l'impression que cette Ligue de la démocratie, qui a du mal à se mettre en place, et on n'est pas sûr que tout le monde ait envie de se faire embrigader par les États-Unis. On n'est pas sûr aussi que tous les pays qui sont autour... Des années 50. Voilà, c'est différent. Soit derrière les États-Unis, comme par exemple l'Inde. Est-ce que l'Inde est une démocratie ? C'est une question à poser. Mais il faut voir aussi que
rétrospectivement, on a l'impression de cette Ligue des démocraties aussi pendant la guerre froide. Mais en 49, quand l'OTAN est créée, vous avez le Portugal de Salazar qui est dedans. En 52, c'est les Grecs et la Turquie qui rentrent, qui n'étaient pas vraiment des modèles de démocratie non plus. Alors, en juin 2019, il y a le président Xi Jinping qui était en visite à Moscou et il a dit à son homologue russe, Vladimir Poutine, que c'était son meilleur ami. Y a-t-il un rapprochement justement entre la Chine et la Russie dernièrement et surtout forme-t-il un front commun face à ce que l'on appelle l'Occident ? Alors, il y a une vraie lune de miel en ce moment. Le rapprochement entre la Russie et la Chine date du début des années 80. Il s'est fait progressivement. Et depuis, disons, une dizaine d'années, ça devient vraiment une vieille amitié. Et il y a des alliances justement avec le gaz, le pétrole. Le terme alliance vient d'être utilisé par Poutine. Les Chinois n'aiment pas trop le terme d'alliance. Ça leur rappelle l'alliance sino-soviétique qui était dominée par les soviétiques, qui a duré entre 1950 et le début des années 60. Et par rapport à ce qui a été dit, cette idée qu'on faisait face à un bloc pendant la guerre froide, en réalité, la grande transformation pendant la guerre froide, ça a été le schisme sino-soviétique à partir des années 1960. Ce qui fait qu'on a pu jouer, et c'est Kissinger qui a joué là-dessus, on en a beaucoup parlé, de se rapprocher de la Chine contre l'Union soviétique. Or là, le problème, c'est qu'on a l'impression qu'on ne peut pas jouer l'un contre l'autre. C'est-à-dire qu'ils se sont rapprochés. Certains disent qu'à terme, les Russes n'accepteront pas d'être les partenaires juniors de la Chine, que la Chine est maintenant trop grosse pour la Russie, qu'ils ont des ambitions territoriales, etc., etc. Mais ça se passe très très bien. Et je crois que c'est un cauchemar pour l'Occident. Et la Chine procède à des exercices militaires d'ailleurs en mer de Chine. Est-ce qu'elle a des ambitions militaires ? Alors, ça dépend de ce que vous appelez des ambitions militaires. C'est-à-dire de devenir une armée très moderne à égalité avec les États-Unis, sans doute. Tout à l'heure, on parlait de questions d'investissement. Ce sont les budgets militaires. Si on dedans, il y a par exemple les retraites des vétérans. Donc, il faut bien voir que ce n'est pas que de l'investissement militaire à l'intérieur. Ce qui est important, c'est que les Chinois aujourd'hui montent en gamme militairement, notamment ils ont une flotte qui est sans doute en nombre supérieur à celle des États-Unis. On parle aujourd'hui d'une augmentation de leurs ogives, du nombre de leurs ogives nucléaires, même si pour le moment, on l'a vu sur les cartes tout à l'heure, eh bien, les Américains et les Russes sont très largement supérieurs en termes de capacité nucléaire. Il y a une ambition en tout cas. Oui, il y a une ambition d'être... Alors, c'est ça la grande différence. On sait qu'il y a une ambition d'être une très grande puissance militaire. Pour faire quoi ? C'est ça la grande question. Est-ce que c'est défensif ou offensif ? C'est tout le problème, comme dans une cour d'école. Vous avez quelqu'un qui est un peu plus fort, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que c'est agressif à votre égard ? Est-ce que vous avez des risques ? Et donc, votre tentation, c'est ou de vous allier avec les petits copains dans la cour d'école, soit de prendre des cours de judo pour faire face à celui qui est le bullying, le type qui est... Et de montrer ses muscles. Et de montrer ses muscles, bien sûr. Et justement, la Russie, montre ses muscles. Exemple, en Arctique, la marine russe s'est livrée à des exercices militaires. Regardez. Проведенный комплекс учебно-боевых. C'est la fin de la première partie du Monde dans tous ses états. Restez avec nous. France Info et France 24 présentent
Suite du Monde dans tous ses états, le magazine géopolitique de France Info et de France 24 consacré au retour de la guerre froide. On retrouve tout de suite Christophe Gascard. Christophe, rebonjour. On va faire un peu d'histoire. La guerre froide s'est installée progressivement entre 1945 et 1947. Effectivement, elle a débuté à la fin de la Seconde Guerre mondiale. On le voit sur ces images célèbres. C'est la conférence de Yalta en février 1945 où on y voit Churchill, Roosevelt et Staline. Il y aura également la conférence de Potsdam en fin juillet 1945. Et quelques temps après, le 5 mars 1946, il y a cette phrase prononcée par Churchill, elle est importante. Le rideau de fer s'est abattu sur le continent. L'expression est donc à la fois consacrée, elle symbolise la division entre le bloc capitaliste et les pays communistes. C'est après la création de ce rideau de fer, et il y aura plusieurs crises qui vont durer assez longtemps. Le blocus de Berlin, entre autres, entre 48 et 49, la guerre de Corée de 1950 à 53, la guerre du Vietnam de 55 à 75, la construction du mur de Berlin en 1961 et puis la crise des missiles de Cuba en octobre 1962. Et on le voit bien, pendant près de 40 ans, les deux blocs vont vraiment s'affronter, les crises vont se succéder, la course aux armements également, elle va s'amplifier, mais dans les années 80, l'Empire soviétique va se fissurer et le point d'orgue, vous le voyez ici, c'est le 9 novembre 1989, lorsque le mur de Berlin tombe, puis 2 ans plus tard, ce sera la chute de l'Union soviétique. La guerre froide va donc prendre fin juste à ce moment-là. Il y en a un qui a incarné cette confrontation Est-Ouest, peut-être à tort d'ailleurs, c'est Ronald Reagan. Il a mis en place un bouclier spatial appelé Initiative de défense stratégique ou encore Guerre des étoiles. Explication de Georges Bortoli, c'était dans le journal de 20h à l'époque d'Antenne 2. Nous sommes le 30 juillet 1984. Si des fusées soviétiques ou américaines porteuses de bombes nucléaires étaient lancées vers le territoire de l'autre répondrait par des fusées semblables. C'est pourquoi ni les Soviétiques ni les Américains ne tireront les premiers. C'est l'équilibre de la terreur. À cet équilibre, Ronald Reagan a proposé de substituer autre chose. Si les Soviétiques lancent une fusée, nous la détruirons, dit-il, avant qu'elle n'atteigne notre territoire ou celui de nos alliés. Et M. Reagan de laisser entrevoir un programme futuriste. On pourrait mettre au point de puissants faisceaux laser émis depuis le sol, mais réfléchis par des miroirs spatiaux qui dirigeraient ce rayon de la mort à 300 000 km/s vers la fusée adverse pour la détruire. On pourrait aussi émettre le laser directement depuis l'espace. Déjà, il est parfaitement efficace, tiré d'un bombardier contre un missile. Les projets, les possibilités ne manquent pas, depuis le satellite tueur crachant sa mitraille sur le satellite adverse jusqu'au canon à neutrons, en passant par la fusée venant percuter de plein fouet la fusée cible. Donc, M. Reagan a proposé, avec cette guerre des étoiles, de substituer à la riposte nucléaire des moyens défensifs et non nucléaires. C'est là que le projet est séduisant. On évite l'engrenage nucléaire. Malheureusement, il y a aussi des inconvénients. Tout d'abord, celui qui disposerait de cette parade absolue se sentirait invulnérable. Il serait donc tenté de se comporter en maître de l'univers. Deuxième inconvénient, ce programme, à supposer qu'on le mène à bien un jour, peut coûter dans les 1000 milliards de dollars. Autrement dit, le monde risque de s'y ruiner complètement. Troisième reproche fait au projet Reagan, les Américains dans cette course sont-ils sûrs d'arriver les premiers? Après tout, les Soviétiques ne sont pas mauvais, eux non plus. Nous sommes toujours avec l'historien Pierre Grosser. Ronald Reagan a-t-il vraiment gagné la guerre froide? Alors, le problème, c'est pas de savoir s'il a gagné la guerre froide, parce que les Américains sont persuadés de l'avoir gagnée, mais savoir quel Reagan a gagné la guerre froide. C'est-à-dire que souvent, cette approche, disons, sur la force nucléaire, sur la capacité de bloquer le nucléaire soviétique, on a pensé que c'était quelque chose qui avait asphyxié les soviétiques et que c'était une politique offensive de Reagan qui avait permis de gagner la guerre froide. Or, aujourd'hui, les historiens sont extrêmement sceptiques. On est très sceptiques aussi sur cette... Et vous aussi, donc. Et moi aussi. Je suis très sceptique sur cette politique de force. Ce qui est important, c'est qu'il a redonné confiance à l'Ouest, que l'Ouest s'est soudé quand même très largement face à l'Union soviétique, qui a eu des difficultés de par lui-même. Ce monde soviétique, d'endettement, d'inefficacité, etc., etc. En revanche, là où maintenant un certain nombre d'Américains sont très favorables à Reagan, ce n'est pas seulement sa politique de force, mais c'est sa capacité finalement à discuter avec les Soviétiques, à tendre la main, à faire des accords. Et par exemple, sur cette question
de l'initiative de défense stratégique et du bouclier. Ce qu'il faut bien dire, c'est que Reagan était profondément hostile à l'arme nucléaire. Il voulait la dénucléarisation. Donc son objectif, ce n'était pas de gagner la guerre froide, c'est qu'ensemble, Américains et Soviétiques, en arrêtent avec ce chantage nucléaire absolument terrible. Et il n'aurait pas pu le faire seul. Est-ce que Gorbatchev, justement, qui dirigeait à ce moment-là l'Union soviétique jusqu'à la chute en 1991, c'était un visionnaire, un humaniste ? Alors là aussi, j'allais dire, il y a eu plusieurs Gorbatchev. Quand il arrive, je pense qu'il veut redonner du dynamisme à l'Union soviétique, et c'est progressivement à partir de 86-87. D'abord, quand il prend conscience des limites du système, et surtout, il est influencé par un certain nombre de gens qui ont des idées assez progressistes sur les questions de sécurité. Troisième chose, il y a la catastrophe de Tchernobyl qui l'a quand même beaucoup marqué, qu'il en arrive à avoir finalement à transformer une faiblesse en ce personnage visionnaire. Qui dit que finalement, il y a des problèmes globaux de l'humanité. Le terme de gouvernance globale a été inventé par les soviétiques. Il faut faire face aux questions d'environnement. On parlait beaucoup d'environnement en 88-89, réchauffement climatique et autres. Et donc, il faut se mettre ensemble pour résoudre les problèmes, pour résoudre les conflits, pour faire face aux défis communs de l'humanité. Et donc, il a aujourd'hui l'impression qu'il n'a pas été suffisamment entendu. Pourquoi ? Parce que les Américains auraient, d'une certaine façon, continué à avoir, d'une certaine façon, une mentalité de guerre froide. 91, donc c'est la fin de cet affrontement des blocs. À quel moment est-ce qu'on peut parler d'un retour à la confrontation Russie-États-Unis, de ce fameux retour à la guerre froide? Est-ce que c'est au moment de l'affaire ukrainienne 2014 à peu près? Alors ce qui est assez étonnant, c'est qu'on en parle en fait depuis assez longtemps. C'est-à-dire que dès 93-94, quand on sent monter des mouvements nationalistes ou des personnalités nationalistes comme Zhirinovsky, qui a quelques interventions, notamment en Tchétchénie ou autres, on commence à parler d'un retour à la guerre froide. Retour à la guerre froide, on en parle aussi sur les questions yougoslaves, notamment au moment de l'affaire du Kosovo, où les Russes s'opposent très vertement à l'intervention de l'OTAN. Ensuite, vous avez 2007-2008 des déclarations de Poutine assez dures. Et effectivement, on a l'impression que depuis 2013, 2014, 2015, là, on a basculé dans quelque chose qu'on pourrait appeler une nouvelle guerre froide, en mettant des guillemets et bien entendu en analysant ce qui est pareil et ce qui est différent. Alors, face aux récentes sanctions et l'utilisation du terme tueur par Joe Biden pour qualifier Vladimir Poutine, Moscou a annoncé avoir rappelé son ambassadeur aux États-Unis pour consultation. Derrière ce bras de fer, y a-t-il une nouvelle diplomatie? Et serait-elle justement possible? On a posé la question à Paul Gogo, c'est notre correspondant de France 24 à Moscou. Eh bien, du côté du Kremlin, on ne voit pas l'élection de Joe Biden comme la marque d'une potentielle nouvelle guerre froide entre les deux pays. Tout simplement parce que les deux chefs d'État se connaissent, ils se sont déjà rencontrés, ils savent qu'ils ne s'aiment pas, ils ne s'imaginaient certainement pas les choses autrement. Ce qu'on comprend par contre, c'est qu'une nouvelle diplomatie entre les deux pays se dessine, à l'inverse de ce que Donald Trump a pu faire durant sa présidence. On se rappelle d'un Donald Trump particulièrement mielleux quand il s'adressait à Vladimir Poutine en public, en privé particulièrement compliqué en négociation. Le président américain avait même bloqué certaines négociations sur des dossiers importants pour la Russie. Eh bien, Joe Biden se pose déjà en exact opposé de Donald Trump, puisqu'on le voit prêt à tenir des mots durs à l'encontre de la Russie, de Vladimir Poutine. Ça risque de continuer pendant son mandat. Des mots qui sont d'ailleurs peut-être plus destinés à son propre électorat qu'à la Russie elle-même. Mais en privé, par contre, les discussions continuent. On a pu le voir ces dernières semaines, notamment sur le dossier New Start de réduction des armes nucléaires. La Russie et les États-Unis sont parvenus à s'entendre. Même chose sur l'Afghanistan. Des négociations ont eu lieu à Moscou ces derniers temps en présence d'un représentant américain. La Russie s'attend au pire à de nouvelles sanctions. Ces sanctions étaient déjà très nombreuses sous Donald Trump. Il y aura certainement des bras de fer, des mots durs pendant cette présidence entre les deux présidents, mais qu'il y aura une sorte de service continu de la diplomatie qui fait que les discussions continueront vues de Moscou en attendant un prochain président américain. Alors Pierre Grosser, justement, que veut Vladimir Poutine? Comment perçoit-il Biden après Donald Trump dont il était finalement assez proche? Alors proche, c'est difficile à dire parce qu'il y a tout un tas de choses un peu privées dont on n'a pas été vraiment au courant. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'effectivement, comme ça a été dit, Trump avait essayé de faire rentrer Poutine et la Russie, par exemple, dans le G8. Et il y a eu un peu un moment aussi où on a pensé, je pense, du côté de Trump, d'avoir la Russie avec soi contre la Chine. Bon.
D'ailleurs, il n'est pas le seul à penser ça. Là, ce qui est très important, c'est que pour la première fois, on a l'impression qu'en début de mandat d'un président américain, on ne va pas tendre la main à Poutine. Le président Macron l'a fait, Obama l'avait fait, etc. On a l'impression que ça ne sert pas à grand-chose. Et effectivement, on a l'impression que ça ne sert pas à grand-chose. Pourquoi ? Parce que du côté de Poutine, on n'est pas tellement intéressé aujourd'hui par ce qui se passe en Occident, parce qu'on a l'impression que la démocratie est en crise, et la Chine pense exactement la même chose. Donc on peut regarder de haut, on peut être relativement ferme, parce que finalement, d'une certaine façon, alors je ne dis pas que ça ressemble à la situation est inversée avec les années 80, mais on a l'impression que les États-Unis et l'Europe sont en crise, essayent des perestroïkas, donc finalement des accélérations économiques, connaissent une forme de glasnost, c'est-à-dire de transparence. On ressort des questions historiques difficiles. Ça avait été le cas avec le stalinisme en Russie. C'est évidemment tout ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, en Europe, sur l'héritage raciste, l'héritage impérialiste, etc., etc. Donc on a l'impression que pour le moment, on attend. C'est de toute façon que personne ne sautera dans les bras de la Russie ou de la Chine. On attend, et à mon avis, on attend que les États-Unis et l'Europe continuent dans leur crise. Jusqu'où l'escalade, finalement, Pierre Grosser? De la guerre froide à la guerre chaude, c'est possible? Alors c'est possible parce que déjà pendant la guerre froide, on disait qu'il pouvait y avoir des incidents qui menaient à des guerres, même non voulues. A priori, personne ne veut la guerre, parce qu'il y a effectivement le nucléaire, ça a été rappelé à plusieurs reprises, parce qu'on a aussi des populations vieillissantes. Il faut rappeler ça. La Russie est un pays extrêmement vieillissant. La Chine est un pays vieillissant. Donc, on n'est pas du tout comme au début du XXe siècle, avec les conquérants, avec des populations très, très jeunes, très dynamiques, etc. Donc, je crois que personne n'a vraiment envie de la guerre. Et donc, la question, est-ce qu'il peut y avoir une guerre par inadvertance avec une mauvaise gestion de crise, que ça soit entre Russes et Américains, que ça soit entre Américains et Chinois? Ça serait où? Alors, les lieux qui sont présentés la plupart du temps, c'est plutôt en Asie. C'est la question de la Corée du Nord, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver avec la Corée du Nord. C'est Taïwan, c'est la mer de Chine du Sud. Après, dans la Baltique, dans les pays baltes, ou même en Ukraine et en mer Noire, il peut y avoir des tensions. De là à ce que ça crée une escalade nucléaire, c'est évidemment l'inquiétude que beaucoup de monde commence à avoir, c'est finalement qu'on ait des conflits pourris dans la périphérie, c'est-à-dire en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, avec finalement des alliés, des groupes soutenus par les uns et par les autres. Et finalement, c'est ça qui s'est passé pendant la guerre froide. C'est-à-dire qu'en Europe, il y a eu la paix, on a eu l'impression d'avoir la paix, mais quand vous étiez au Guatemala, au Nicaragua, au Vietnam ou en Corée, dont on a parlé tout à l'heure, ou en Angola, vous n'avez pas eu l'impression que c'était la paix. Merci beaucoup, Pierre Grosser, d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre livre, 1989, l'année où le monde a basculé, c'est réédité en poche. Merci Christophe. Merci Stéphanie. Vous pouvez retrouver l'émission, comme chaque semaine, sur les sites internet de France Info et France 24.